Hello, c'est Mathilde. Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. En ce moment, je suis grave productive, c'est un truc de ouf. Donc encore une fois, j'ai beaucoup d'idées de podcast. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aujourd'hui, je pense que je vais parler du fait que j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de mon TDAH. Et j'ai aussi perdu, que ce soit des amis ou des potes, à cause de mes diagnostics. Donc, je trouvais que ça pouvait être intéressant d'en parler. Peut-être pour les personnes comme moi, qui ont des troubles, soit diagnostiqués, soit des suspicions, genre qui suspectent avoir tel ou tel trouble, et l'impact que ça peut avoir avec l'entourage. J'ai eu mon diagnostic de mon TDAH quand j'avais 8 ans. C'était mon instit de CE2 qui me pensait bête et qui a demandé à ma maman, enfin qui a proposé à ma maman que je fasse un test. Je crois que c'était un test psychologique parce que ma maman se posait des questions. Elle voyait bien que j'étais différente. Et donc ma mère est grave chaud, elle dit ok, pas de souci, bah pourquoi pas, au moins on pourra savoir ce qu'elle a et tout. Il s'avère que c'était un test de QI que ma mère a déboursé 150 € pour qu'on lui dise que je n'étais clairement pas bête, mais que j'avais un trouble de l'attention avec de l'hyperactivité. Et du coup, ma mère a dit à la psy, et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et la psy a dit, si vous voulez, je peux vous transmettre vers une pédopsie. Sauf que c'était 60 € les séances, 60 € la séance, et que mes parents sont smicards et étaient smicards. Donc, pas possible de payer 60 € par semaine. Donc, on nous a dirigés vers le CMP. Et bref, donc il y a eu ça. Et de mes 8 ans à mes 22 ans, je n'ai plus jamais entendu parler de TDAH. C'est-à-dire que je n'ai eu aucun accompagnement là-dessus, que ça soit psychologique, scolaire. Parce qu'à côté, j'ai aussi des dyslexie, dysorthographie et une légère dyspraxie. À l'école, il y avait surtout par rapport à ma dyslexie, ma dysorthographie. Mais ça a été assez compliqué aussi pour avoir les aides et tout ça. Enfin, je pense que ceux qui sont concernés, vous savez. Donc on en vient à mes 22 ans. En 2022, sur les réseaux sociaux, ça a commencé à beaucoup parler du TDAH. Et donc quand je suis tombée sur ces vidéos-là, je me suis dit mais attends, c'est-à-dire que j'ai beaucoup regardé de vidéos et j'étais là en mode mais attends mais c'est quand même sacrément moi et ça... il y a un problème là-dedans quoi. Donc j'ai envoyé les vidéos à ma mère et je lui dis mais c'est quand même sacrément moi. Ma mère me dit, en fait, oui, tu as un TDAH. Et j'étais là en mode, ouais, mais j'aurais bien aimé le savoir. Enfin, pendant ma scolarité et tout, ça aurait été sympa de le savoir. Je ne jette absolument pas la faute sur ma mère parce qu'elle a absolument tout fait pour qu'on sache et pour que j'aille bien. Grâce à ma mère, j'ai toujours été suivie psychologiquement. Donc quand je dis que voilà, j'ai jamais eu d'aménagement ou on n'a jamais... Enfin voilà, c'est pas contre elle. C'est absolument pas contre elle que je dis ça. C'est envers le système scolaire et les psys. Parce que voilà, j'aurais pu avoir une vie un petit peu plus douce là-dessus. J'ai pas mal dérivé, mais je trouvais ça important de poser ces bases, entre guillemets. Maintenant, je vais aller sur le sujet principal, c'est-à-dire le fait que j'ai perdu des amis à cause de mon TDAH. Donc, si vous ne connaissez pas le TDAH, donc j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était en mode trouble de l'attention avec hyperactivité mentale ou physique, ou les deux. Quand on entend parler donc d'un trouble de l'attention, on pense à quelqu'un qui a vraiment un problème de concentration extrême. Alors, c'est le cas, clairement. C'est-à-dire quelque chose qui ne nous intéresse pas, on ne peut pas, on n'y arrivera pas, on n'arrivera absolument pas à se concentrer et ça va être une réelle torture. Par contre, à contrario, il y a ce qu'on appelle l'hyperfocus, qui est très connu chez les personnes TSA, mais très peu connu pour le TDAH. Les personnes qui ont un TDAH sont capables de passer des jours à faire quelque chose qu'ils aiment en oubliant... moustique. En oubliant de manger, en oubliant d'aller aux toilettes, en oubliant tout simplement de prendre soin de soi. Les besoins vitaux. Et donc il y a aussi le fait d'oublier de répondre à ses amis, à ses proches en général. Et ça, c'est l'une des choses pour lesquelles j'ai perdu des amis. J'ai aussi perdu des amis à cause de mon impulsivité, parce que dans le TDAH, en fait, il y a 4 types de TDAH. Enfin, en gros, il y a les problèmes d'attention, il y a l'hyperactivité, il y a l'impulsivité et il y a l'hypersensibilité sensorielle et affective. Perso, j'ai les 4.
Et donc, l'impulsivité, ça fait que tu peux balancer des choses de manière très impulsive. Tu peux balancer des choses sur ta vie. J'ai tué le moustique. Je déteste tuer les insectes, mais j'avoue que les moustiques, ils m'ont bien défoncé les derniers soirs là, et non, c'est bon. Donc l'impulsivité, ça fait que donc du coup on peut dire des infos sur notre vie à des moments improbables sur des choses, mais enfin, ouais, telle personne m'a fait du mal. Et tout le monde te regarde en mode, ouais. Ou on va couper la parole à quelqu'un, comme ça, sans forcément s'en rendre compte. Ou des fois on s'en rend compte et on s'en veut beaucoup, et du coup on est là en mode, ok, j'attends, désolée. Sauf que des fois, c'est tellement... En fait, des fois, on a besoin de dire la chose parce que sinon, on sait qu'on va oublier. Ça peut être aussi donner des conseils à des amis alors que ils n'ont pas forcément envie que tu leur donnes de conseils. Ou alors dire des choses... En fait, l'impulsivité telle qu'on le voit, c'est-à-dire que ça peut être des achats compulsifs, ça peut être de la colère extrême pendant quelques minutes, parce que les crises TDAH durent pas longtemps. Et justement, personnellement, donc j'ai plusieurs troubles. Si c'est pas la première fois que vous regardez une vidéo à moi, vous savez que je suis aussi bipolaire, que j'ai aussi un trouble borderline à côté, un trouble anxieux, un syndrome de stress post-traumatique et des TCA. Ça fait beaucoup, oui. On sait que dans les troubles que j'ai, il y a beaucoup de trucs là. Et donc toutes ces choses font que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est. Par exemple, je peux avoir tendance à oublier, déjà de répondre aux SMS, ça m'arrive constamment. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'amis, étant plus jeune, qui avaient besoin d'une fusion. Moi aussi, j'adore ça avec l'amitié, j'adore avoir une amie, des amis avec qui En fait, ce qui m'a surtout fait perdre beaucoup d'amis, c'est le fait d'oublier de répondre aux SMS et aux messages en général. C'est-à-dire que je voyais leurs notifs, et ça c'est un truc que je fais toujours, hein, ça n'a pas changé, hein, juste je parle avec beaucoup moins de personnes aujourd'hui. Je vois le message de quelqu'un, et dans ma tête, j'ai répondu. Sauf que je n'ai pas réellement répondu. Et ça, j'ai compris que c'était à cause de mon TDAH. Au CMP où je suis, il y a un groupe TDAH une fois par mois. Ça dépend, on peut être 5 personnes, des fois on peut être une dizaine de personnes. Et en fait, on parle ensemble de nos complications. Il y a 2 infirmières avec nous, 2 infirmières psy. Et on essaye entre nous de se donner des solutions, de se donner des tips, se donner des conseils, etc. etc. Donc c'est vraiment trop bien. Du coup, il y a ce truc de problème de réponse, d'impulsivité. En fait, c'est ouf parce que je me suis jamais autant sentie comprise que... non, parce que mes amis très proches d'aujourd'hui, mes amis d'aujourd'hui me comprennent. Mais quand j'étais adolescente, les 3 quarts de mes amis ne me comprenaient pas. À cause de mon impulsivité, mon manque de réponse, à cause des excès, de mes émotions. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et maintenant, de savoir que c'est dû au TDAH, ça explique. Ça n'excuse pas, parce que c'est pas parce que t'as une amie qui va avoir un TDAH qui ne te répond jamais que c'est excusable dans le sens en mode si toi ça te blesse. C'est-à-dire que c'est un peu comme en amour pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont faites pour être tes amis, il y a des personnes où tu peux pas être ami. Tu peux pas être ami avec certaines personnes et c'est comme ça, c'est l'humain. Il y a des gens, des personnes qui ont besoin de fusion avec quelqu'un, avoir un ami qui a un TDAH, alors pas tous les TDAH, hein, voilà, mais d'avoir une amie ou un ami qui a un TDAH, forcément ça sera beaucoup plus compliqué si tu as des attentes particulières ou des attentes propres à toi, et tu as le droit et c'est important de se respecter et d'avoir ses limites. C'est pour ça que je voulais parler de cette problématique que j'ai pu rencontrer, mais en même temps ne pas excuser ça. C'est juste que personnellement, ça m'a fait du mal de perdre ses amis à cause de mon trouble. Parce que je n'y suis pour rien, je suis née comme ça et je mourrai comme ça. Puis en plus, je parle de ça, mais c'est même pas en mode pour me trouver des solutions ou pour donner des solutions. C'est plus pour exprimer, et comme j'ai dit au début, que les personnes concernées puissent se reconnaître et se dire putain, je suis pas seule.
Je suis pas seule. Et ça, déjà, c'est une délivrance, je trouve, de savoir qu'on n'est pas seul. Parce que quand j'étais adolescente et que j'avais ma suspicion du trouble borderline, que du coup, un TDAH diagnostiqué, mais pas là, enfin, genre pas pris en compte, ce genre de choses, je me sentais extrêmement aussi, mon trouble bipolaire qui a commencé quand j'avais 16 ans, enfin, ce genre de choses qui ont fait que je me sentais extrêmement seule. Je me sentais incomprise et j'avais l'impression que la seule issue que j'avais, c'était d'écrire. D'ailleurs, ma phrase, euh, mon dicton de quand j'étais plus jeune, c'était j'écris parce que personne ne m'écoute. C'est hyper. Moi, je l'adore cette phrase, mais pour les personnes qui n'ont pas de problème psy ou ce genre d'hypersensibilité ou j'en sais rien, c'est juste en mode hyper cringe et hyper ouais, gênant en mode oh Dark Sasuke. Alors que c'était la réalité, je ne me sentais pas écoutée et j'avais l'impression que les trois quarts des gens n'avaient rien à faire en fait, c'était que leur petite personne. Et du coup, la seule solution que j'avais trouvée pour exprimer ce que je ressentais, c'était d'écrire. L'autre sujet du podcast, c'est donc les personnes que j'ai perdues quand j'ai eu mes diagnostics. Parce que j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie quand j'ai eu mes diagnostics. Surtout, voilà, ça a commencé avec mon trouble borderline. Parce que les gens qui n'ont pas de troubles ont du mal à comprendre que quand tu te fais diagnostiquer, tu relis tout à ça. Tu es délivré en fait. D'un coup, tu sais ce que tu as. Et c'est incroyable quand toute ta vie, tu t'es posé des questions, tu as été en souffrance et que ça y est, on pose des mots sur tes mots. Donc, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai tout relié, j'ai essayé de comprendre. On m'a beaucoup jugé par rapport à ça, sur le fait que non mais tu parles tout le temps, que telle chose, c'est à cause de ton trouble borderline, et nanani, et nanana. Et j'étais là en mode... Enfin, aujourd'hui, parce que du coup j'ai été diagnostiquée il y a 5 ans, j'ai été en suspicion pendant très longtemps. En 5 ans, j'ai énormément évolué, mais vraiment beaucoup. Bon, déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être dans une relation saine. Et ça, pour les personnes borderline, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et qui te fait bien comprendre qu'il ne partira pas. Que il ou elle ne partira pas et ne t'abandonnera pas. Ça n'empêche pas que très souvent, ça m'arrive d'avoir peur qu'il s'en aille, de le perdre, ou encore pire, qu'il meure. Mais ce qui est fou, c'est que dans mon cas, avec mon copain, je ne l'ai jamais poussé à partir, alors que c'est typique des borderline. Bref. Donc, grâce à mon analyse et grâce au fait que je sois dans une relation saine, ça m'a beaucoup aidé à... Mon trouble n'est pas stable, mais à beaucoup plus le stabiliser, je dirais. Du coup, pourquoi les gens m'ont abandonnée ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi en fait. J'ai beaucoup analysé ce genre de situation et en fait j'ai compris que les gens m'avaient abandonnée parce que ça leur fait peur. Ils se disent putain, j'ai une amie qui est folle. Et en fait, à chaque fois que j'ai pensé à ça, je me suis dit frérot, mon trouble n'a pas débarqué quand je me suis fait diagnostiquer. C'était déjà là. Il n'y avait juste pas de mots. Parce qu'en gros, c'est ça. C'est-à-dire que certains de mes potes voyaient que, voilà, bon, la meuf, elle est un peu crazy, elle est un peu too much, elle est facilement triste, elle est hypersensible, voilà. Ok. Ah, on sait qu'en fait, elle est borderline et bipolaire. Ok. Ah, ça fait flipper, hein. Surtout bipolaire. Parce que trop borderline, c'est pas hyper connu. C'est-à-dire qu'il y a juste le terme borderline, en mode elle est un peu borderline. Alors que... en fait, les gens ne connaissent absolument pas ces troubles. Donc en fait, ils ont peur de quelque chose d'irrationnel, de choses qu'ils ont pu voir dans les films, entendre parler, enfin dans les films surtout en fait. Voilà. Et ça dépend aussi de si la personne est suivie et a un traitement adapté. Alors pour mon trouble bipolaire, j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Parce que du coup, il s'est déclenché quand j'avais 16 ans, mais j'ai accepté le diagnostic en 2024. Donc j'avais presque 24 ans. Donc ça a été long, 8 ans. Mais du moment où j'ai assumé avoir un trouble bipolaire,
j'ai pu commencer un traitement adapté et une thérapie adaptée. Magie, je n'ai plus de phase dépressive. J'en ai re-eu quelques-unes, une qui a été assez vénère et dont on a adapté, et la dernière, là, avril-mai, on n'a pas augmenté parce que j'ai plus de psychiatre, mais qui était assez soft, on va dire. Et ça m'a aussi permis d'avoir ce diagnostic, de l'accepter, d'identifier. Identifier que déjà, quand je suis en état dépressif, ce n'est pas mon état normal, ce n'est qu'une phase. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont bipolaires ou même borderline, ce truc de on a l'impression qu'on a toujours été mal. Ou alors quand on va bien, on a l'impression qu'on a toujours été méga heureux. Alors que, il y a 2 jours, t'étais au fond du trou. Ou il y a 2 jours, t'étais en train de faire la fête. Donc, personnellement, d'avoir eu enfin de m'accepter, d'accepter ces diagnostics, ça m'a permis d'analyser quand je suis en phase dépressive, quand je suis en phase maniaque ou hypomaniaque, etc., etc. Et donc aujourd'hui, je le sens arriver. Alors les phases hypomaniaque-maniaque, c'est un peu compliqué à identifier, ça m'arrive très souvent de l'identifier après coup. C'est-à-dire je sens que c'est chelou, mais je préfère jamais trop me prononcer parce que ça peut juste être une phase euphorique du trouble borderline. Parce que oui, d'avoir plusieurs troubles, c'est aussi très compliqué d'identifier, mais je me débrouille extrêmement bien et ma psychologue est de mon avis, donc. Et aussi que les gens n'acceptaient pas que je dise je fais telle chose ou j'ai telle chose, c'est dû à mon trouble borderline. Parce que ils disaient tu ramènes tout à ça. Oui, c'était surtout ça, parce que voilà, c'était dans le sens tu ramènes tout à ton trouble borderline. Sauf que du coup, comme je disais tout à l'heure, d'avoir pu identifier que telle chose était due à tel trouble, ça m'a aidé à aller mieux. Donc, je vous conseille à tous et toutes de vous analyser parce que c'est hyper top et ça t'aide à aller mieux. Et je sais que j'ai aussi perdu des amis à cause du fait que j'étais une adolescente triste. Et mes amis qui n'étaient pas tristes ou ce genre de choses, ils avaient beaucoup de mal à comprendre que j'aille mal. Surtout que vu que j'avais constamment l'impression qu'on ne m'écoutait pas, je n'ai jamais vraiment... Je me suis confiée, mais pas réellement. Et donc les gens ne comprenaient pas ce qui n'allait pas dans ma vie. Genre, mais frérot, tout va bien dans ta vie, pourquoi tu vas mal? Alors que c'était clairement pas le cas, rien n'allait vraiment bien dans ma vie, c'est juste que je n'arrivais pas à en parler. Je dérive vachement, mais j'ai remarqué qu'on a tendance à dire il y a pire. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on devrait se dire, c'est que chaque personne, chaque douleur est différente, chaque personne est différente. Forcément, un enfant à Gaza va pas avoir les mêmes problèmes que toi qui vis en France. Voilà, c'est pas comparable. Mais tu vas parler d'une dépression, c'est-à-dire on parle de dépression sur 2 personnes différentes. 2 personnes ont une dépression, ça ne sera pas la même chose chez chaque personne. Et puis, chaque personne est différente face à la douleur, que ça soit physique et mentale. Chaque personne est différente. Donc tu ne peux pas juger la souffrance de quelqu'un parce que pour toi, c'est-à-dire que toi tu te mets à sa place et tu te dis mais c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que pour toi c'est rien, mais peut-être que la personne qui le vit, c'est affreux en fait, et c'est la fin du monde. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai déjà fait une bonne vingtaine de minutes de vidéo. Je pense que je suis un peu allée dans tous les sens, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et que les personnes qui s'y reconnaissent pourront être un petit peu plus apaisées grâce à cet épisode. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite parce que de toute façon, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'idées. Je n'en manque pas.